Alfred Gell, anthropologue britannique formé à l'université de Cambridge et à la London School of Economics, où il enseigne ensuite, est connu pour sa théorie anthropologique de l'art exposée dans L'art et ses agents. Cet ouvrage posthume, publié en 1998, est riche en références et en concepts tirés des sciences sociales, de la linguistique, de la philosophie et de l'histoire des arts. Dans le premier chapitre, Gell établit un état des lieux de la recherche en anthropologie de l'art. Il admet la validité de plusieurs approches tout en postulant qu'elles ne suffisent pas à établir une véritable théorie anthropologique de l'art. Selon Gell, ce qui justifie une théorie anthropologique de l'art, c'est que les objets soient produits en tant que dérivés de la vie sociale et d'institutions plus générales, comme la chasse ou la guerre. À partir de sa définition de l'anthropologie comme science des relations sociales, il expose son objectif, mettre au point une théorie qui rende compte de la production et de la circulation des objets d'art en fonction de leur contexte relationnel. Dans les chapitres 2 à 6, Gell expose sa théorie du réseau de l'art, composé de relations sociales de nature artistique entre des objets et des agents sociaux. Une relation artistique a donc lieu dans une situation artistique, dans laquelle un indice permet une opération cognitive appelée abduction de l'agentivité. Pour comprendre la théorie exposée dans cet ouvrage, il est indispensable de connaître certaines notions lexicales employées par Gell. L'abduction est une forme d'inférence logique qui consiste à adopter l'explication la plus probable à un ensemble de circonstances. C'est une inférence non démonstrative et commune dans la vie quotidienne. Un exemple d'abduction à partir d'un indice: le sourire de quelqu'un me fait penser qu'il est sympathique. L'indice est l'entité qui permet à un observateur de déduire une inférence causale, intentionnelle ou de capacité. Le prototype est l'entité que l'indice représente visuellement ou non visuellement. Un agent est à l'origine de l'agentivité, un patient en est la cible. Pour chaque agent, il y a un patient, et vice-versa. Un patient n'est pas nécessairement passif, il peut résister. À partir de ces entités, on peut faire des équations. Les principales sont les suivantes, mais elles sont modulables à l'infini. Dans chacune d'elles, l'indice, l'artiste, le destinataire et le prototype endossent tour à tour la position de patient et ou d'agent. Elles correspondent à différentes situations. La fascination de l'artiste pour un objet, celle du public pour une œuvre rendue possible par le mécénat, ou encore la représentation vraisemblable d'un portrait royal. On peut choisir de voir l'agentivité dans l'indice, on est ébloui par une peinture, ou dans l'artiste. Pour Gell, art abstrait et art décoratif sont synonymes. La décoration fait partie de ce que Gell appelle la technologie de l'enchantement, ce qu'il a développé dans son article éponyme de 1992. En encourageant l'utilisateur à se servir d'eux grâce à leurs motifs, les objets sont d'autant plus efficaces. Ainsi, la distinction entre décoration et fonction est arbitraire, car la décoration participe à la fonctionnalité. La position de certaines formes dans un motif permet de faire l'abduction des relations entre eux, d'une tension par exemple. Ainsi, la décoration permet d'insuffler de la vie aux objets sans qu'ils aient besoin de représenter ou de figurer. Gell utilise donc l'exemple du supposé interdit de la représentation figurative dans l'art islamique, aujourd'hui vu comme un mythe, pour montrer que cela a permis le développement de modèles visuels efficaces imitant l'animation sans la représenter. Tous les motifs sont construits à partir de ces 4 mouvements sur un plan. Le cerveau humain, par le processus de perception, implique de faire mentalement ces mouvements, d'où l'impression que les motifs bougent. On accepte de s'abandonner à l'abstraction provoquée par les différents mouvements d'une forme. Gell compare ça à l'échange dans les relations sociales entre individus, s'inspirant de l'essai sur le don de Marcel Mauss. La relation est durable lorsque l'échange n'est pas terminé. Ainsi, les motifs ne s'épuisent jamais, ils résistent à une analyse complète. La relation entre objet et observateur persiste. C'est ainsi que fonctionne le motif apotropaïque, celui qui protège un agent d'un destinataire. Si les motifs sont attractifs pour les observateurs, ces motifs apotropaïques sont faits pour repousser les démons à qui ils s'adressent. En fait, les motifs apotropaïques fonctionnent comme des pièges. Ils attirent pour mettre hors d'état de nuire. Distraits par des motifs compliqués ou impressionnés par la multiplicité, les démons oublient leur plan machiavélique. Dans le chapitre 7, Gell élabore sur l'art dans le contexte de la sorcellerie. Plus que dans aucun autre contexte, celui-ci donne à traiter les images comme des personnes, dans le sens où elles sont source et cible d'agentivité. Ce chapitre constitue une théorie générale de l'idolâtrie. Dans Le pouvoir des images, Friedberg montre que si les idoles ont été neutralisées car reclassifiées sous le terme d'art, cela n'a pas fondamentalement changé la relation qu'on entretient face à elles. Ainsi, pour Gell, l'attitude esthétique envers les objets d'art est un reliquat des Lumières occidentales, tandis que dans les sociétés non occidentales, le sentiment du beau ne diffère pas du sentiment religieux.
L'idole n'est pas un portrait d'un dieu, mais son corps sous forme d'artefact. Cette idée se confirme si l'on s'intéresse à la pratique de l'envoûtement. Selon Gell, la magie a des déterminations causales individuelles qui sont distinctes de la causalité physique et scientifique. Elle ne cherche pas à les remplacer dans une population n'ayant pas atteint la science. Ainsi, on a pu attribuer à de la superstition ignorante la fameuse peur de voir son âme capturée par l'appareil photographique, alors qu'au sein de la société occidentale, nous sommes tous réticents à voir notre image circuler complètement librement. On peut donc souffrir des témoignages de notre existence qui se trouvent hors des limites de notre corps physique. En tant que personne sociale, nous sommes présents à travers des documents qui sont témoins de notre agentivité. Gell explique que la sorcellerie inverse ce rapport causal. Si mon corps a causé l'apparence de mon portrait aussi peut agir sur mon corps. On peut dire que la victime de sorcellerie est la victime de sa propre agentivité du fait du caractère distribué de sa personne. Gell aborde aussi dans ce chapitre les questions de l'animisme et de l'anthropomorphisme. Nous voyons les idoles comme potentiellement agissantes. Il peut se produire des miracles lors desquels une statue apparaît, saigne ou parle, mais on n'attend pas de toutes les statues qu'elles le fassent. L'agentivité sociale ne dépend pas de caractère biologique, donc les objets peuvent en avoir sans qu'on les confonde pour autant avec des personnes. Une relation d'intersubjectivité se crée en effet entre l'indice et le destinataire. Par exemple, un échange de regards entre un dévot et une idole. Le sujet dévot se voit objet dans le regard de l'idole, qu'importe qu'elle puisse voir ou non. Dans le chapitre Style et culture, il s'agit pour Gell de mettre au point un concept du style qui soit utile à l'anthropologie de l'art. Il postule une connexion ambiguë entre les œuvres d'art et leur culture d'origine. Chaque objet d'art ne peut être envisagé que comme une partie au sein d'un tout. Gell développe ici l'idée que ce n'est pas la culture d'une population qui détermine son style visuel. Celui-ci est autonome, dans le sens où il n'est défini que par les relations entre artefacts du même style. Il n'y a pas pour autant de disjonction entre style et culture, car c'est la culture qui détermine la signification symbolique et l'interprétation iconographique. Ce qui détermine l'apparence des artefacts, c'est leur relation avec les autres artefacts. Pour être comparables, deux objets doivent être pareils dans la différence, c'est le principe de moindre différence. Dans le chapitre de conclusion, Gell s'attache à décrire le concept d'objet disséminé ou distribué. Le corpus de l'art marquisien, par exemple, peut être conceptualisé comme un objet distribué dans le temps et l'espace. Les objets sont répartis dans des musées, collections privées, textes scientifiques, mais ils proviennent tous à l'origine d'une production destinée au système de circulation marquisien. Ainsi, c'est le style de ces objets qui fait qu'ils continuent à avoir une certaine intégrité en tant que tout faisant sens. L'hypothèse de l'auteur est qu'il y a une structure isomorphe entre les processus cognitifs de la conscience et les structures spatio-temporelles des objets distribués. Gell s'appuie sur l'idée qu'en sociologie, une personne est la somme de ses relations interpersonnelles. La personne interne semble être un reflet de la personne externe, idée développée dans ses travaux précédents sur la personne et inspirée de Marilyn Strathern. Sa démonstration sur l'élargissement de l'esprit constitue le schéma inverse. Ainsi, l'esprit d'une personne n'est pas confiné à un espace-temps, mais consiste en une variété d'événements et d'objets matériels qui attestent de l'agentivité d'une personne. La personne est donc conçue comme la somme de tous les indices permettant l'abduction de son existence. Gell prend pour exemple le système d'échange Kula dans les îles Trobriand pour démontrer que l'esprit peut exister objectivement. Le système Kula est selon Gell un système cognitif qui a lieu dans le temps et l'espace et dont les objets échangés sont le support tangible puisqu'ils sont les expressions de relations sociales. De la même manière, l'œuvre d'un artiste est disséminée selon des périodes et géographiquement, elle prend donc place dans le temps et l'espace. La thèse de l'auteur est donc que les indices d'agentivité existants et circulant dans le monde créent un espace-temps interindexical dont la structure est analogue à celle de l'esprit. Gell développe alors une analogie œuvre-conscience. Se souvenir d'un état mental est comme copier une peinture déjà réalisée. Inversement, faire une étude préliminaire d'un tableau revient à anticiper le cours des choses. Ainsi, chaque pièce de l'œuvre d'un artiste est une récapitulation des pièces précédentes et une anticipation des pièces à venir. On ne peut considérer telle pièce comme passée ou comme future que par rapport à une pièce située dans le temps. L'œuvre est donc une conscience artistique externalisée.
Pour conclure, l'originalité et l'audace de la démarche d'Alfred Gell ont conduit sa théorie à avoir un grand retentissement dans le monde de l'anthropologie. Cela, malgré une lecture parfois fastidieuse, des contradictions et glissements de sens qui, selon certains auteurs comme Howard Morphy ou Robert Leighton, auraient pu être évités si Gell avait eu le temps de corriger le manuscrit avant sa mort. Néanmoins, les réflexions de Gell sur la notion de personne sont riches et novatrices, et son œuvre a profondément marqué le champ de l'anthropologie de l'art.